Oui, je sais, la critique est facile, l'art est difficile, mais faut pas non plus nous prendre pour des quiches et nous vendre des séries soi-disant bonnes alors que c'est de la daube. Dans cette vidéo, je vous la joue le bon, la brute, le truand, car oui, dans les mauvaises séries, il y a parfois du bon, faut rester nuancé, on peut pas tout jeter. Ensuite, la brute, car je ne serai pas toujours tendre avec ces trucs, mais sans cruauté gratuite. Et enfin, je vais sans doute vous truander, car sur certaines séries, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais ce n'est que mon avis et ce n'est pas une vérité universelle. Enfin, c'est mon choix, purement subjectif, et ces critiques sont sans spoiler. Je lance le décompte, on va de 10 à 1. Voici le flop des 10 pires séries en 2024 en moins de 10 minutes chrono. En numéro 10, From. Depuis la fin décevante de Lost, les séries à mystère se sont faites plus rares. Et From est produit par des anciens de Lost, ça rappelle un peu Le Prisonnier et Wayward Pines. Des gens sont coincés dans un village et doivent rester chez eux car d'inquiétants événements ont lieu dehors. Alors les deux premières saisons étaient vraiment réussies, intrigantes, pleines de suspense, rien à redire. Hélas, la saison 3 prend le mauvais parti d'épaissir encore plus le mystère et de ne pas donner d'explication. À la place, on a droit à des jérémiades d'une femme supposée enceinte qui prend le chou des protagonistes comme des spectateurs. On se dit que les scénaristes se sont vraiment plantés sur la troisième saison, ça tire en longueur et pour nous réveiller, on a droit à quelques effets gore de très mauvais goût comme une vache qui est égorgée, c'est pas cool. Alors une quatrième saison avec la conclusion personnellement me semble bien suffisante. L'avenir nous le dira. En numéro 9, Chaos sur Netflix. Alors avec Jeff Goldblum en Zeus, roi des dieux, j'étais assez enthousiaste, j'adore cet acteur. Et relire la mythologie des dieux grecs en la plaçant dans un contexte actuel, c'est original. Au début, c'est assez drôle et pétillant de voir Goldblum dans des situations tragicomiques, un dieu parano qui ne s'entend pas avec sa femme Héra ni avec son fils Dionysos. Alors en parallèle, on suit le destin d'une humaine qui tente de rejoindre le royaume des morts parce que son amoureux n'a pas fait ce qu'il fallait, puis lui il part à sa recherche. Pour original que soit le concept, il souffle hélas très vite et au bout du 4e épisode, la série n'a plus rien à dire. Pire, elle tombe dans un pastiche d'elle-même qui devient vraiment lourdingue. Alors bref, encore une de ces séries lancées, je trouve, à la va-vite par Netflix, mais au concept et au scénario inabouti, où l'intérêt disparaît aussi vite qu'il est arrivé, une série qui ne restera pas dans les mémoires. En numéro 8, Elsbeth sur TF1. Robert et Michel King sont parmi les meilleurs scénaristes et producteurs de télé de ces dernières années. Ce sont eux qui ont réalisé les excellentes séries juridiques The Good Wife et son spin-off The Good Fight. Elsbeth est un nouveau spin-off de ces séries. Le personnage d'Elsbeth Taccioni avait d'ailleurs joué dans ces deux excellentes séries. C'est une avocate rousse, un peu sosote, mais très perspicace, jouée avec panache par Carrie Preston. Chaque épisode est basé en fait sur le principe du How Catch Them. C'est comme dans Columbo. Dès le départ, on connaît le meurtrier et comment il a tué, et tout l'intérêt va résider dans le fait de savoir comment l'avocate va dévoiler l'identité du coupable, comme notre cher lieutenant. Hélas, on s'attendait à quelque chose d'enlevé, de drôle et de pétillant, mais c'est écrit avec les pieds. Et pire, l'actrice a perdu le côté espiègle et retors qu'avait son personnage dans Good Wife et Good Fight. Tout est assez plat et fade, c'est une série bancale, étonnamment décevante de la part du couple King qui nous avait habitués à bien mieux. Mais enfin, comme dirait Gaston Lagaffe. En numéro 7, Those About to Die, ceux qui vont mourir, sur Prime. Alors, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la rétine avec cette vision de Rome cliché et pas neuve. Des films comme Caligula ou la série Rome de HBO il y a 20 ans avait fait bien mieux. Alors, c'est une série produite par Roland Emmerich, qui avait fait les films Stargate 2012. Ça raconte les intrigues politiques à Rome après la mort de Néron. Et en parallèle, on suit la vie des gladiateurs avec des jeux et des courses de chars. Alors, problème principal ici réside dans le fait que la plupart des acteurs en font des et l'ensemble se révèle quand même assez bien fade, avec une mise en scène passe-partout, un montage sans rythme, et on nous ment sur la présence d'Anthony Hopkins, parce que sur l'affiche, on nous le vend comme la vedette, alors qu'on le voit 5 minutes sur les 10 épisodes. En plus, c'est très long. Par conséquent, difficile d'accrocher au personnage, à l'intrigue, amené à la grosse louche. Alors pour rehausser la mollesse de l'ensemble, on a évidemment droit à des scènes d'orgie, des mutilations, des décapitations, avec des alligators enragés, destinés à appâter le spectateur et lui faire dire « Oh, mais tu sais, à l'époque, ça rigolait pas, Rome. » Bon, faut arrêter, quoi. Bon, il y a quand même 2 points positifs. Les décors sont bien reconstitués et les courses de chars sont quand même un peu spectaculaires. Mais le truc a quand même coûté 140 millions de dollars, excusez du peu. Donc au final, c'est quand même poussif. En numéro 6, Nautilus sur Prime. Alors au départ, je trouve que c'était une bonne idée que de relancer un des meilleurs romans de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, avec son fameux capitaine Nemo à la tête du Nautilus. Et on se souvient d'ailleurs du film des années 50 avec Kirk Douglas, produit par Disney. Donc ici, on revient aux origines du personnage, avec le futur
l'aventure, Capitaine Nemo, il s'évade d'un camp de prisonniers où il est retenu par des Anglais, et puis il s'empare du Nautilus, et il veut se venger des très très méchants Anglais. Sa vengeance sera impitoyable. Mais passez votre chemin si vous attendez à une relecture encore plus sombre du Capitaine Nemo. Ici, tout est fait pour plaire au public familial, course-poursuite, rebondissement, gros monstres, etc. En fait, on a l'impression d'être dans un grand parc d'aventure aquatique pour toute la famille. Ah, c'est assez plaisant, c'est très naïf, c'est bien filmé, ça c'est vrai, avec des belles couleurs, et même un mignon petit chien nommé Elvis pour plaire aux gosses. Mais il y a quand même deux soucis. Le récit est censé nous raconter les origines du Capitaine Nemo, mais on n'apprend pas grand-chose. En fait, c'est plus un conte superficiel d'aventure, matiné de combats rocambolesques et de romance à l'eau de rose. Et ensuite, je trouve que l'acteur Shazad Latif, qui incarne Nemo, n'a pas une once de charisme et n'incarne en rien un sombre capitaine ou même un capitaine rongé par la vengeance. Bref, sans être aigri, c'est quand même un spectacle qui ravira plus les enfants que les ados et les adultes. C'est plaisant, mais vite oublié. En numéro 5, Dune Prophecy sur HBO Max. Alors, c'est une préquelle au film avec Timothée Chalamet. L'histoire se passe environ 10 000 ans avant, et ça donne quoi ? Pas grand-chose. En gros, c'est une vague intrigue politique dans l'espace, avec des espèces de religieuses en robe qui parlent comme la fille possédée de l'exorciste, et du coup, on se dit « Mais Satan sort de ses corps !» Les décors sont peu variés, les costumes pas terribles, et les acteurs mal exploités, alors qu'on a deux pointures, Travis Fimmel, celui qui jouait Ragnar dans la série Viking, et Mark Strong, ce chauve qui est un solide second rôle vu dans quantité de films et séries. Alors, ils sont là à s'emmerder, et nous avec, car il y a peu d'enjeux intéressant. Ça se rattrape un peu sur le dernier épisode et ça devait être bouclé définitivement car c'était prévu comme une seule mini-série terminée, mais ça a quand même eu du succès et il va y avoir une saison 2. Désolé, moi ça sera sans moi, mais la série est quand même très prétentieuse et franchement il n'y a pas de raison parce qu'elle fait assez cheap. Bref, c'est plutôt le Dune du pauvre. En numéro 4, Un homme, un vrai sur Netflix, adapté du célèbre roman de Tom Wolfe. Cette mini-série de 6 épisodes déçoit car ses enjeux et son propos paraissent bien futile. Il s'agit d'un Richard qui est poursuivi pour avoir claqué des millions de dollars pendant que son ex-souffre-douleur se venge en voulant le faire tomber. En parallèle, on suit le parcours d'un jeune afro-américain bafoué dans ses droits par la justice américaine. Deux problèmes dans cette série. D'abord, le choix de Jeff Daniels, c'était pas vraiment judicieux. Il est incapable d'incarner la crapulerie de son personnage. Dans cette série, le méchant, en fait, c'est se balader devant des bocaux remplis de serpents et baiser sa femme de façon brutale. Alors, on a connu pire avec Les Sopranos. Et enfin, la partie sur le jeune afro-américain bafoué dans ses droits, là c'est réussi, c'est assez captivant, mais c'est prévisible au final. Une série vite oubliée. En numéro 3, Lioness saison 2 sur Paramount+. Alors Taylor Sheridan, c'est un producteur acharné de travail. Depuis quelques années, il nous a livré quelques grandes séries comme Yellowstone avec Kevin Costner. Alors ici, il rate son coup, hélas, avec cette histoire de jeune femme issue de gangs remodelés en soldats d'élite. Ça nous rappelle un peu le film Nikita, hein. Et alors oui, il y a des très bons acteurs comme Zoé Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman, mais on comprend rien aux enjeux politiques. Et les personnages sont vraiment très caricaturaux. Ensuite, les scènes d'action sont pas terribles, il y a beaucoup de pampans pour meubler un scénario indigent et pour tout dire ennuyeux. Et enfin, quelque chose qui ne m'a pas l'air très crédible, des femmes d'action qui se gueulent dessus comme dans un soap. Si c'est les femmes badass, elles sont censées quand même être un peu plus maîtres d'elles-mêmes, de leurs émotions et pas commencer à hurler comme des furies comme ça. Voilà, c'est un peu pas très crédible. Voilà. Totalement dispensable. En numéro 2, Apples Never Fall sur HBO Max. Mais qu'est-ce que des acteurs comme Annette Bening et Sam Neill ont été faire dans ce bazar? Ça parle d'un couple d'Américains mariés depuis 50 ans, ils ont créé une belle école de tennis réputée, ils la revendent, ils ont 4 enfants, tout va pour le mieux et tout bascule le jour où la mère disparaît et les gosses découvrent un sombre secret familial où papa n'était pas tout net. Alors je sais pas vous, mais moi les problèmes de riches, je m'en tape. Alors la série, en fait, elle veut nous fourguer un gros mystère mais qui fonctionne pas du tout. Le scénario et les dialogues sont vraiment mal écrits, les acteurs sont quasiment tous antipathiques et ça dure 7 très longs épisodes. Alors passez votre chemin car c'est vraiment pas bon. Et en numéro 1, Tulsa King saison 2 sur Paramount+. Oh là là, il serait grand temps que Sylvester Stallone prenne sa retraite à 78 ans, c'est quand même un bel âge. Il a plus fait un bon film digne de ce nom depuis des années, il aligne les daubes qui sortent directement en DVD ou en streaming, les piteux Évasion 3
3 ou Armor, son nouveau film. Alors oui, la première saison était sympa avec Stallone dans le rôle de ce gangster à l'ancienne qui règle ses comptes à coups de flingue et de bourre-pif. Ben là non, c'est raté de chez raté, c'est poussif, lourdingue, pas drôle, même les méchants n'ont pas la pêche, et pourtant il y avait de quoi avec Neil McDonough et Frank Grillo. Ils ont tous les deux été, hélas, très mal écrits. Alors il paraît qu'ils ont appelé à la rescousse Terence Winter, un des scénaristes des Sopranos. Il y a eu des problèmes de nouveau en coulisses pour sauver l'ensemble, mais bon, c'était trop tard, le bateau a déjà pris l'eau, n'est pas Clint Eastwood qui veut, et s'il te plaît Sly, arrête de nous fourguer de la daube et prends ta retraite, parce que c'est un ratage intégral. Merci pour votre écoute, et au plaisir.